Bonjour, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire une petite anticipation économique. Je vous avais promis une vidéo d'anticipation économique qui allait jusqu'en 2040 et même voire au-delà, en se basant sur la même méthode que j'ai utilisée pour anticiper la crise immobilière et l'effondrement économique. Malheureusement, j'ai absolument pas le temps de faire cette vidéo dans l'immédiat, c'est une vidéo très très longue qui peut durer facile 1 heure et demie. Voilà, que je n'ai pas le temps de tourner. Il y a plein de points d'actualité qui pourraient donner lieu à des heures et des heures de vidéos que j'aimerais bien traiter, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire. Alors, j'aimerais me concentrer sur le plus important, c'est-à-dire les taux de la Banque centrale. Et faire une petite anticipation, à savoir que moi, je ne crois pas à une baisse des taux en juin. Alors, ils l'ont annoncé, la Banque centrale est un petit peu obligée de faire ce qu'elle annonce, donc peut-être une baisse des taux de 0,25 points en juin, mais je ne crois pas en tout cas à une baisse des taux linéaire et continue, voilà, avec une belle ligne bien propre, comme on a vu sur la hausse des taux, parce que je pense qu'il y a énormément de pressions inflationnistes qui n'ont pas été anticipées par la Banque centrale et qui vont nous donner lieu à des accidents inflationnistes. Pour traiter ce sujet, j'aimerais commencer par les arguments qui sont issus de ma propre réflexion et que vous ne trouverez pas dans la littérature économique ou sur YouTube. Et puis après, on pourra passer aux arguments qui sont plus connus. Donc mon premier argument, c'est l'existence d'une boucle inflationniste que j'ai nommée la boucle inflation temps libre. C'est une petite variante de la boucle inflation salaire. Je ne nie pas l'existence d'une boucle inflation salaire. Les prix ont tellement augmenté que c'est vrai que pour les gens qui ont un bas salaire, ils sont obligés de dire, de toute façon, je ne travaillerai pas à ce prix-là, je demande plus. Donc il y a effectivement une boucle inflation salaire, mais il y a en parallèle une boucle inflation temps libre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que les travailleurs, et notamment les jeunes, demandent du temps libre. Alors ils peuvent demander du temps libre sous plusieurs formes. Ça peut être par exemple entre deux jobs, ils se mettent au chômage pendant 3 mois, ça peut être le fait qu'ils acceptent un temps partiel sans forcément chercher un temps plein, ou qui prennent par exemple 1 ou 2 semaines de congé sans solde dans l'année. Ça peut être du télétravail avec à moitié, à mi-régime, ou même carrément, tout simplement, la réduction des cadences de travail, le fait de prendre plus de pauses et d'être moins efficace. Bon, bref. En tout cas, ils demandent du temps libre. Le fait de demander du temps libre, ça réduit la productivité, ce qui a tendance à faire augmenter les prix. Et le problème, c'est que le fait de réduire la productivité, ça augmente la tension sur le marché du travail, et donc ça augmente le pouvoir des travailleurs. Et qu'est-ce qu'ils demandent avec ce pouvoir? Eh bien, ils demandent du temps libre. Alors pourquoi cette nouvelle génération, finalement, refuse de travailler pour des augmentations de salaire et demande du temps libre? Il y a plusieurs éléments de réponse à mon sens. Le premier, c'est le désespoir. C'est-à-dire qu'on a une génération qui, pendant 20 ans, a travaillé pour des salaires minables, sans respect, sans pouvoir et sans aucun droit à la créativité. Avec toutes les normes qu'on a mis en place en France, avec la bulle sur le capital qui, finalement, donnait tout le pouvoir d'investissement aux vieux et pas aux jeunes, avec aussi, tout simplement, le pouvoir qui a été donné aux vieux, c'est-à-dire aux gens qui ont le moins de créativité, on avait tous les éléments pour une stérilisation parfaite de toute la créativité de la jeunesse d'un pays. Alors, en plus, on a étudié beaucoup. Pourquoi? Parce que le gouvernement nous avait demandé d'étudier, il fallait envoyer tout le monde dans les universités pour qu'il y ait que des cols blancs à l'avenir. Alors, maintenant, on nous dit, oui, vous êtes idiots, il fallait pas s'orienter comme ça, il fallait travailler tout de suite, ou alors il fallait faire des grandes écoles. Bon, je sais pas si on est idiot ou pas, en tout cas, on a fait, nous, ce qu'on nous a demandé de faire, on a fait ce que la génération parents nous a demandé de faire, et évidemment, c'était effectivement une connerie. Tout le monde ne peut pas être un col blanc dans un pays. Donc, on est évidemment très déçus. Il n'y a même pas 5-6 ans, on se retrouvait avec des centaines de milliers de gens qui avaient des bac+3, bac+5, même des doctorats, qui devaient faire une présentation digne de quelqu'un qui est en train de postuler à la direction de Total pour un poste de magasinier. Et encore, c'était pas assez, c'est-à-dire que le vieux qui était chargé de vous recruter et qui lui n'a ni étudié ni rien du tout, qui fait juste magasinier, voilà, mais qui a évolué avec la société, lui, il jugeait votre savoir-être. Alors qu'est-ce que c'est le savoir-être? C'est que c'était considéré comme étant la moitié du recrutement. Le savoir-être, c'est est-ce que t'es sympa ou pas
C'est juste ça. Hein, à la fin de l'interview, finalement, il discutait avec son pote et il disait, bah, celui-là, je le trouve un petit peu moins sympa que celui qui est passé avant. On en était arrivé à ce niveau d'irrespect. Bon, en plus, avec la bulle immobilière, comme l'inflation avait été calculée pendant des dizaines d'années finalement sans tenir compte de l'immobilier, on se retrouvait avec des salaires très bas et on ne travaillait que pour payer notre loyer. Donc là, on était dans un désespoir total et on s'est dit, ben, quitte à être pauvre, autant vivre. Et ça me semble être un calcul philosophique relativement intelligent. Hein. Le temps de vie qu'on passe finalement, le temps libre qu'on a sur cette planète, il a une valeur inestimable, bien plus chère qu'une BMW. Le moteur du travail dans la société de consommation, c'est de te promettre de la consommation, or cette promesse n'était pas tenue. Et puis en plus de ça, on voyait toute la génération qui nous a précédés, qui avait finalement beaucoup d'argent, elle, et qui était, il faut bien le dire, malheureuse. Alors, un autre élément menant à une augmentation de la demande de temps libre, c'est le fait que la génération des boomers commence à mourir, et donc on a des héritages qui sont arrivés dans la génération suivante. Allez, donc on s'est retrouvé avec ce double phénomène, du mec qui se fait emmerder à son poste de magasinier avec son bac plus 5, mais qui en même temps a reçu 300 000 € sur son compte. Et alors là, du coup, il va au travail, il se fait emmerder par le magasinier complètement con qui le bassine avec des âneries depuis 5 ans. Et en fait, il se dit, mais attends, mais moi je vais démissionner, je vais changer de travail, je vais chercher autre chose. Et si je mets 2 ans à trouver, bah c'est pas très grave, tu vois. En plus de ça, il y a des gens qui ont profité de ces héritages pour faire des réorientations, mais des réorientations dans des domaines qu'on n'avait pas finalement vus jusqu'à maintenant. Hein, ils vont faire ce qui les passionne. Ils vont faire quelque chose qui sort complètement finalement de cette dictature du travail. Alors, par exemple, il y a des mecs qui se réorientent en sophrologie. Alors je sais même pas ce que c'est. Bon, le mec arrive à vivoter avec ça, il gagne 900 €, mais il s'en fout, il a 300 000 € sur son compte. Et il est fier de sa réorientation, il en parle avec ses amis, etc. Il est heureux, mais il est notoirement inutile pour l'économie. C'est-à-dire que lui, il fait vraiment baisser la productivité parce que la sophrologie, honnêtement, on n'en a pas besoin. Bon. Enfin, autre chose, c'est que avec cette bulle immobilière qui rendait l'immobilier de plus en plus inaccessible, et bien justement, il n'y a plus d'engagement immobilier. Il y a des gens finalement, qui n'ont pas réussi à faire leur crédit immobilier, et qui, du coup, ne sont pas pieds et poings liés par ce crédit immobilier, et ils ont gagné en liberté. Donc ceux-là peuvent se permettre, finalement, des choses que les autres ne peuvent pas se permettre. Et ça m'amène à un autre point, parce que ça concerne beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils avaient effectivement plus de mal à accéder au crédit immobilier à cause du fait qu'ils avaient moins d'argent, à cause aussi un petit peu du racisme du banquier, et aussi tout simplement à cause du fait que l'islam interdit le crédit immobilier. Et le problème, c'est que ça nous amène, cette libération de l'engagement immobilier nous amène à un autre point, qui est la possibilité de réémigration, qui est beaucoup plus grave encore pour la France. Alors la réémigration, c'est un sujet vaste qui peut mener à lui tout seul à une forte baisse de la productivité. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 30 ans, on a expliqué à la télé à longueur de journée que l'islam c'était un truc d'arriérés, de gens qui battent leurs femmes, que les Maghrébins n'étaient pas les bienvenus en France et qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Alors, quand on entend ça et qu'on a 10 ans et qu'on est Maghrébin, je suppose qu'on est triste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mec n'a plus 10 ans, il a 35 ans et il y a un réel risque de réémigration. Or, si on enlève tous les bullshit jobs, tous les mecs qui envoient des mails et qui remplissent des tableurs Excel, les gens qui font un job réellement utile, parmi eux, il y a beaucoup de Maghrébins, de Noirs, de gens qui sont issus des pays de l'Est, donc des gens qui sont issus de l'immigration. Et c'est les gens qui débouchent les chiottes. Donc ce qui risque de se passer, c'est que la meuf qui faisait du management de la qualité, qui envoie des mails pour vérifier si la norme CE je sais pas combien a été respectée, en télétravail, elle va continuer à faire son travail, à envoyer son mail. Par contre, ce qui va se passer, c'est que derrière, elle va aller chier dans le jardin parce que personne n'a débouché les chiottes. Voilà. Et de l'immigration de mauvaise qualité, on en aura encore. Vous inquiétez pas, des gens qui sortent de conflits géopolitiques avec des guerres, qui ont des gros problèmes psychologiques,
qui n'ont pas de compétences pour travailler en France, qui ne parlent pas français, il y en aura plein qui vont arriver, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le mec que vous avez insulté pendant 30 ans, qui lui a étudié en France, qui a acquis des compétences en France, qui, depuis quelques années, se dit, bah, effectivement, ils veulent que je me barre, bah, allez, je vais me barrer. Donc du coup, il a économisé un petit peu, là, il arrive, il a ses 40 000, 50 000 euros, vous attendez à ce qu'il balance cet argent-là dans la bulle immobilière, mais en fait, c'est pas ce qu'il va faire. Il va se barrer avec ses 50 000 euros, avec ses outils, avec ses compétences, il va se tirer au bled, et il va pas payer vos retraites. Alors, une deuxième source très importante de pression inflationniste qui, selon moi, est sous-estimée, c'est la division du monde en deux blocs concurrents. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais enfin, en réalité, pendant quand même des décennies, on avait effectivement cette division du monde en un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, mais il y avait une complémentarité. La Chine nous importait des technologies, et puis en échange, on achetait son travail pas cher. Donc, c'était gagnant-gagnant. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, tout ce bloc de l'Est s'est développé, et il est en train d'empiéter sur nos compétences. Et donc peu à peu, on se retrouve avec deux zones qui ne sont plus complémentaires, mais concurrentielles. Or, dans un écosystème, dans la nature, quand on a deux groupes d'animaux, deux espèces, qui ont exactement la même fonction biologique, eh ben, c'est les meilleurs qui gagnent et qui écrasent le plus faible. Donc ça ne peut que mener à une confrontation. Alors, pas forcément un affrontement armé, il faut l'espérer, mais à une augmentation, en tout cas, des tensions géopolitiques qui mènent elles-mêmes à une augmentation de l'inflation, une augmentation des prix. Et en plus de ça, le bloc de l'Est, voyant que les tensions géopolitiques qu'ils nous mettent dans les pattes, finalement, provoquent de l'inflation et affaiblissent l'Occident, bah ils sont tentés d'en rajouter une couche, et puis nous, on est tentés de riposter. Donc ce qui augmente les tensions géopolitiques, et donc finalement déplace de plus en plus l'équilibre de deux blocs qui étaient complémentaires vers deux blocs concurrentiels, puisque plus on souffre, et plus finalement ils nous rattrapent. Troisième grande idée, on a l'existence de tensions à l'intérieur de l'Union européenne qui, a priori, ne tend pas à mener à une baisse des taux. Alors d'abord, on a les pays qui traditionnellement étaient les plus en difficulté en Union européenne, qui souffraient pendant les taux bas finalement, qui se retrouvent avec les taux élevés, certes dans une situation qui n'est pas facile, mais qui est plus facile que celle de la France, de l'Allemagne, voilà, donc du cœur de l'Europe. Et en fait, ils se disent, mais en fait, c'est plutôt pas mal si on arrive à leur grappiller des parts de marché, autant laisser les taux relativement élevés pendant un certain temps, pendant que nous, on a encore de la croissance, et qu'eux, ils galèrent. Un autre élément, c'est que on a l'Allemagne, qui, bon, déjà, n'est pas vraiment une grande fan des taux bas, mais qui l'est encore moins aujourd'hui, parce que l'Allemagne, elle n'a pas besoin de taux bas pour relancer sa croissance. Certes, elle est en très grande difficulté, mais elle n'a pas besoin de taux bas, elle a besoin d'énergie. Et donc la dernière chose dont elle a besoin, c'est que les taux baissent, que la demande d'énergie se remette à augmenter dans toute l'Europe avec des matériaux de construction, avec des besoins de transport, et que finalement le prix du gaz se retrouve plus cher qu'avant. Tout ça réuni, ça fait que finalement des gens qui veulent des taux bas en Union Européenne, bah, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, mais face à tous les États membres, bah, c'est pas énorme. Et enfin, alors, argument bateau, mais qui est quand même très important, c'est qu'on a passé le pic pétrolier et qu'on se retrouve avec des pénuries aussi de métaux et de matières premières. Donc augmentation des prix des matières premières. On peut aussi dire qu'avec l'augmentation générale de la population sur la Terre et avec les difficultés écologiques, on peut avoir des réductions au niveau des récoltes et donc des besoins alimentaires des denrées alimentaires plus chères. Plus généralement, on peut quand même rajouter un point important à cette idée-là qui a été déjà traitée par d'autres gens bien mieux que moi, c'est que avec la circulation des idées, des technologies, des connaissances, en fait on a beaucoup de nos technologies qui se sont retrouvées dans les pays émergents, des pays avec des populations jeunes, et
on ne voit pas pour quelle raison ils n'arriveraient pas à se développer. Or, s'ils arrivent à se développer, ils vont augmenter la demande de pétrole, la demande de nourriture en protéines en particulier, et donc forcément, ce sera plus cher pour nous. Tout ça réuni nous amène à la présence finalement de fortes pressions inflationnistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Une forte pression inflationniste, ça veut dire qu'on a plus de risques d'accidents inflationnistes. Mais quels seront ces accidents? Je ne sais pas. Mais ça va mener à des événements qui, par un moyen ou un autre, vont faire augmenter les prix à intervalles réguliers. Et ce qui fait que la Banque centrale, à mon avis, ne pourra pas baisser ses taux de manière significative et durable sans provoquer un effondrement de la monnaie, ce qu'elle va essayer d'éviter de faire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle risque de pas baisser ses taux tout simplement.